psychanalytique. Pareto ne nous dit pas vraiment ce que sont les résidus ni comment les expliquer, eux. Il se contente d'identifier avec le zèle que déploie l'athée du village les innombrables cas de comportements non logiques, dont l'origine se situe principalement dans des états psychiques, des sentiments, des affects inconscients et ainsi de suite. Freud a proposé une théorie plus satisfaisante, la différence entre la compréhension ordinaire d'une action ou d'un énoncé et sa lecture clédonique lors d'une séance de divination, dia clédonon, n'a guère pu paraître plus déconcertante que ne l'est celle qui sépare la pensée ou le comportement manifeste d'une personne de leur redescription en référence à leur forme latente, telle qu'elle est révélée par l'interprétation psychanalytique. L'homme au rat s'adonne avec acharnement à la course à pied après les repas pour me débarrasser de Dick, comme il indique en guise de rationalisation, tapotant un ventre étonnamment plat. Dick, qui signifie gros en allemand, la langue maternelle de l'homme au rat, est également le prénom du prétendant américain de sa dame d'amour, prétendant qu'il a l'intention profonde de liquider. De toute évidence, la course à pied ne saurait être en rien un moyen de se débarrasser d'un rival, et si le désir de se débarrasser de Dick était conscient, il ne constituerait pas une raison pour courir. La raison acceptable pour se débarrasser de Dick ne fait donc que rationaliser une raison qu'il ne peut pas accepter en tant que motivation de son comportement, les deux étant mis en relation par l'intermédiaire d'une transformation calambouresque. La motivation profonde reste cachée à l'homme au rat, mais non pas à son interprète, Freud, pour la même raison, quelle qu'elle soit, pour laquelle l'inconscient lui-même est caché. Cet exemple est loin d'être atypique, et des phénomènes du même genre se retrouvent à tout bout de champ dans le corpus des œuvres de Freud. Les structuralismes. Dans les grands travaux herméneutiques de Freud, les calembours sont dotés d'un rôle de force transformatrice, ce qui, à condition que ces travaux soient valides, expliquerait pourquoi les calembours sont si choquants du point de vue social. Pourquoi sont-ils accueillis par des murmures de désapprobation? Pourquoi sont-ils considérés comme la forme d'humour la plus basse? Et pourquoi sa patrie ingrate a-t-elle interdit l'accès à tout poste officiel aux philosologues français? Philosogiste, mot valise formé par combinaison de philosopheur et psychologiste. Philosologue français le plus influent, qui a fait du jeu de mots la caractéristique principale de sa méthode. Mythe et méthode. Cela expliquerait sans aucun doute aussi pourquoi ils sont intraduisibles étant propres au langage dans lequel ils sont produits. C'est donc l'interprétation plutôt que la traduction ou même la paraphrase qui relie le discours et les actions du neuropathe au langage de son inconscient. En effet, c'est précisément parce que le symptôme est un calembour portant sur l'élément psychique pathogène que Lacan a postulé hâtivement sa théorie selon laquelle la structure de l'inconscient doit être celle d'un langage. La psychanalyse, telle qu'il la pratique, consiste précisément à identifier ce que dit le symptôme, ou plutôt ce que dit un certain comportement lorsqu'il est traité comme un symptôme, les symptômes eux-mêmes étant traités comme un discours caché, pour ainsi dire, à la surface du comportement, de la même manière que la lettre volée est cachée en pleine vue de ceux qui la cherchent. Mais en fait, la théorie de l'inconscient linguistique donne naissance à toute une classe de théories, par exemple la théorie astucieuse de Lévi-Strauss, selon laquelle le mariage est une espèce de langage, ou du moins une forme de communication, si on peut construire l'échange des femmes comme un genre d'échange de paroles, ce à quoi il ne voit pas d'obstacle. Donc les raisons que peut invoquer Elisabeth pour épouser Paul sont des rationalisations des intérêts de clan qu'elle défend effectivement, quoi qu'elle puisse penser. Les dîners chez les Douglas, les combats de coq chez les Geertz représentent autant d'exemples de comportements dans lesquels, quoi que nous pensions que nous faisons, c'est autre chose que nous faisons. L'interprétation profonde, nous apprenons de quoi il s'agit. Nous apprenons de quoi il s'agit. Allusion à l'anthropologue Mary Douglas, qui a étudié la nourriture comme système de communication, et allusion à l'anthropologue américain Clifford Geertz, qui a proposé une interprétation des combats de coqs balinés en termes de symbolisme culturel.
Les philosophes de l'histoire, c'est Hegel qui nous lègue la pensée alarmante selon laquelle la raison est la souveraine du monde, et il ajoute que voilà pourquoi l'histoire du monde constitue un processus rationnel. Donc, aussi chaotique que cela puisse paraître, nous devons considérer que d'une certaine manière, la raison agit à travers les actions des hommes, afin d'atteindre des buts ou un but qui ne saurait être réalisé autrement, même si les agents secondaires de cette réalisation historique sont tout à fait inconscients du plan grandiose dans lequel ils jouent un rôle. La raison de Hegel est proche de ce que Vico entend par la providence, qui se sert des intentions humaines afin de les subvertir et de réaliser des états de fait qui, d'une manière ironique, sont le contraire de ce qu'envisagent ceux qui agissent selon ces intentions. À travers la férocité, l'arrogance et l'ambition, les trois grands vices qui pourraient radier le genre humain de la surface de la Terre, se sont développés les guerriers, marchands et gouvernants, dont le comportement civilisateur garantit le triomphe du bonheur social. La signification clédonique des actions considérées sous l'angle des schémas interprétationnels de l'histoire philosophique est cachée aux agents, pour les mêmes raisons, quelles qu'elles puissent être, pour lesquelles le futur est caché. Les exemples que je viens de donner devraient suffire. Je voudrais maintenant commenter brièvement quelques traits structurels qu'ils ont en commun. Il est difficile de savoir s'il faut admirer les devins de l'Antiquité pour avoir saisi une structure mise en avant à plusieurs reprises dans certaines des sciences humaines les plus influentes des temps modernes, ou s'il faut se méfier de ces entreprises herméneutiques parce qu'elles se satisfont cognitivement de structures qui datent d'un âge plus ignorant et plus crédule. Ou faudrait-il tirer des conséquences du fait que nous avons peut-être découvert un résidu au sens de Pareto et conclure que toutes ces sciences humaines doivent leur existence à la volonté, qu'on retrouve également dans l'interprétation de la Bible, d'obtenir un certain type de réponse à des questions qu'on ne devrait pas poser. Mais j'hésite à proposer une interprétation profonde de l'interprétation profonde, non seulement parce que j'ai des réserves sérieuses concernant cette entreprise, qui n'est pas moins suspecte lorsqu'elle s'exerce sur elle-même dans un processus d'autodéconstruction, mais parce que je désire montrer combien il est facile d'éviter le redoutable cercle herméneutique. Il suffit de refuser d'y entrer en évitant l'herméneutique comme telle. J'aimerais plutôt mettre en lumière quelques caractéristiques conceptuelles des sciences humaines, en les opposant à une conception toute différente du comportement humain, à savoir cette variété de matérialisme sémiotique qui soutient que les états mentaux sont en réalité des états de notre système neuronal. Je me borne à la mentionner plutôt que de la décrire, parce que c'est un type de théorie avec lequel les philosophes sont en général familiers. Je pense que personne ne serait tenté de la considérer comme une théorie interprétative, bien qu'en un de ses sens, le terme interprétation soit bien entendu pratiquement synonyme de celui de théorie, ni d'affirmer que nous interprétons les états mentaux en termes d'états neuronaux. Cela est dû en partie au fait que nous savons très peu de choses concernant les états neuronaux et qu'il nous est encore plus impossible de déterminer à quel état neuronal correspond tel ou tel état mental, alors que les termes employés par les sciences humaines profondes pour décrire les interpretentia nous sont pour la plupart très familiers et présentent des analogies bien déterminées avec des éléments de la surface. Ainsi, par exemple, faisons-nous référence à des intérêts et des désirs profonds, des convictions et des stratégies profondes, et ainsi de suite. Mais je pense que l'opposition est encore plus marquée que cela, et j'aimerais faire quelques observations afin de mettre en évidence les différences qui existent entre ce qu'on pourrait appeler une science naturelle du comportement humain et les sciences humaines. En premier lieu, si les théories matérialistes étaient confirmées par des théories scientifiques, elles seraient universelles au sens où elles n'admettraient pas d'exception. Il faut cependant tout de suite nuancer afin de tenir compte de certaines possibilités fonctionnelles, à savoir qu'il se pourrait que les états mentaux qui chez l'homme sont identifiables à des états neuronaux soient incarnés autrement dans d'autres types de créatures, mais au moins aucun état mental non incarné n'est admis. Les théories profondes des sciences humaines admettent en revanche de très nombreuses exceptions, en sorte qu'il n'est pas vrai qu'à chaque phénomène de surface corresponde réellement une interprétation profonde. Les structures profondes de l'appartenance de classe et des conflits de classe disparaissent dans la société sans classe, où les hommes se confondent avec ce que, par manque de termes opposés, on ne peut plus appeler leur être de surface.
Pareto admettait qu'il y a des comportements qui ne sont pas non logiques et ne sauraient être rapportés à des résidus, et il se peut qu'il ait voulu attirer notre attention sur les résidus pour nous libérer de leur puissance d'altération. Quant à Freud, il est certain qu'il ne pensait pas que tout comportement était névrotique et pouvait être référé par le biais de l'interprétation à des conflits non résolus dans l'inconscient. En tout cas, la possibilité d'une cure promettait l'accession à une forme d'être intégré qui ressemble d'une manière suspecte à celui qui est censé advenir après la fin des conflits de classe. Il est vrai que Freud était pessimiste concernant les cures, et il est en fait extrêmement difficile de savoir s'il a réellement guéri quelqu'un. Hegel a exclu certains événements de ce que nous pourrions appeler l'histoire profonde. Ce qui se passe en Sibérie, par exemple, n'a aucune signification historique. Enfin, ne l'oublions pas, seules les premières paroles entendues par celui qui consulte l'oracle sont un clédone. Je suis moins sûr que les structuralismes admettent des exceptions, bien que dans la mesure où il peut exister des actions non pourvues d'une signification, il se pourrait également qu'il en existe auxquelles aucune interprétation profonde ne convient. Des actions telles que soulever un bras ou déplacer une pierre sur lesquelles les théoriciens de l'action se sont récemment penchés en adoptant une perspective quelque peu étroite pourraient en principe être dénuées de signification si en les accomplissant on ne faisait rien d'autre que simplement ce qui est indiqué ici, à savoir lever un bras ou déplacer une pierre. Ainsi, ces actions peuvent se produire en dehors de toute structure, suivant une supputation analogue. Tout énoncé, même doté de signification, n'est pas un acte de parole, c'est-à-dire soumis à des règles d'un type tel que lorsqu'on dit « S », cela puisse être interprété comme de revenant à faire « D ». Un énoncé pourvu d'une signification n'a pas forcément le genre de signification que décrivent les théories structuralistes. En deuxième lieu, à supposer que la théorie du matérialisme sémiotique soit correcte, personne ne dirait qu'un état mental donné signifie l'état neuronal auquel il est identique, ou qu'il y réfère, alors que l'emploi même de l'expression interprétation implique précisément cela, en reliant la surface aux couches profondes. L'interprète nous dit quelle chose profonde est signifiée par telle occurrence de surface. C'est cette composante sémantique des théories des sciences humaines qui les distingue en partie des théories des sciences naturelles et qui autorise à traiter les phénomènes de surface comme ressemblant d'une certaine manière au langage. L'anthropologie contemporaine nous a permis de voir les actions les plus banales, ou du moins les plus ordinaires, comme faisant partie d'un système de communication. De ce fait, l'action de commander un repas, de construire une maison, d'acheter des vêtements ou de se lancer dans une opération de séduction ne saurait plus se décrire platement en simples termes de nourriture, d'abri, de chaleur et de sexe. Et c'est effectivement en référence à un système de signification qui s'avance profondément dans notre existence que nous interprétons des phénomènes dont les interprétations de surface peuvent être tout à fait différentes. Enfin, il me semble que les interpretentia profonds sont intentionnels précisément pour la raison qui les rend profonds, c'est-à-dire parce qu'ils peuvent fournir des descriptions des mêmes phénomènes auxquels s'appliquent les interprétations de surface, étant entendu que je pense qu'il est faux de dire que les descriptions sont profondes dans les termes employés par l'interprétation de surface. Mon hypothèse serait plausible si effectivement les interpretentia profonds étaient des représentations, car l'intentionnalité est précisément liée à l'activité qui consiste à représenter des représentations. Les sciences humaines nous réfèrent donc à divers systèmes représentationnels, en référence auxquels les actions humaines doivent être expliquées, bien que ceux dont ce sont les représentations ne sont naturellement pas conscients d'elles, comme étant leurs représentations. Et dans certains cas, ils ne pourraient pas les admettre rationnellement, bien que Maboul, l'homme au rat, pouvait difficilement supposer consciemment que lorsqu'il courait après les repas, il se représentait lui-même comme se débarrassant d'un ennemi. Mais de toute façon, il est loin d'être sûr que les états neuronaux aient des propriétés représentationnelles ou que les sciences neurologiques soient intentionnalistes. En outre, ce sont là des questions qu'il vaut mieux discuter ailleurs. Quoi qu'il en soit, en quoi consiste l'interprétation profonde devrait à présent être claire, du moins en partie. Les occurrences de surface entretiennent deux relations distinctes avec les occurrences profondes.
Nous interprétons S en termes de D si S signifie D et si D explique S. Par ailleurs, D est une représentation de celui dont le comportement de surface est interprété, mais en règle générale, le fait qu'il représente le monde en accord avec D lui est caché. C'est la comparaison avec le matérialisme qui nous a fait découvrir ces traits. Je l'abandonne maintenant. Inutile de dire qu'elle n'obéissait à aucune intention hostile, ni ne voulait épingler les défauts des sciences humaines. Ce qui est apparu comme un défaut résulte peut-être tout simplement du fait qu'on a appliqué le modèle inapproprié d'une science toute différente, de sorte que les différences que nous avons notées peuvent aider à tracer la frontière entre les sciences humaines et les sciences naturelles, frontière obscurément entrevue par certains théoriciens du début du siècle. Ce sera une tâche pour une autre occasion. J'aimerais mettre fin maintenant à une confusion pour l'analyse de laquelle je suis beaucoup mieux équipé. Je veux parler de celle qui a embrouillé la philosophie de l'art lorsque des traits de l'interprétation profonde ont servi de fondement pour des inférences non appropriées concernant l'interprétation des œuvres d'art. Dans la mesure où, pour n'importe quelle œuvre d'art, on peut imaginer un pendant perceptuellement équivalent qui, tout en n'étant pas une œuvre d'art, ne saurait être distingué d'elle à l'aide de différences perceptives. Le problème essentiel de la philosophie de l'art consiste à identifier ce qui fait la différence entre une œuvre d'art et un simple objet. Prenons le corpus des fresques de Léonard et considérons-les à la lumière du curieux conseil pour stimuler l'invention qu'il a donné à ses confrères. Il leur demande de trouver un mur parsemé de taches. Ils découvriront alors, quoi qu'ils décident de peindre, il leur sera possible d'en trouver des ébauches sur le mur maculé. Tu y trouveras l'analogie de paysages aux décors de montagnes, rivières, rochers, arbres, plaines, larges allées et collines de toutes sortes. Tu pourrais y voir aussi des batailles et des figures aux gestes vifs et d'étranges visages et costumes, et une infinité de choses que tu pourras ramener à une forme nette et complète. Léonard ajoute que de la même manière, des cloches qui sonnent peuvent donner à entendre n'importe quelle mélodie, et je suis sûr qu'on pourrait envisager un équivalent littéraire d'après lequel toute histoire possible peut être lue dans un bout de prose maculé. Certaines esquisses de Léonard sont peut-être issues justement d'une telle vision transfigurative, et il est toujours fascinant de spéculer pour savoir laquelle de ces grandes œuvres a peut-être été amenée à son existence artistique par cette prothèse de la vision picturale. Mais la situation suggère aussi un exercice opposé, tenter grâce à un acte de désinvention délibérée de voir un paysage divin, tel celui sur le fond duquel se détache la Joconde, ou même la Joconde elle-même, comme une étendue maculée de taches. La nature, mais aussi une certaine désinvolture déconcertante dont en a fait preuve Léonard concernant les bases matérielles de son art, ont contribué à transformer certaines de ses œuvres en quelque chose qui, pour un regard fortuit, ressemble à des taches. Vasari nous apprend que l'Entonaco, préparé par Léonard pour la bataille d'Angari, était tellement grossier que la composition légendaire disparut dans le mur. Et bien qu'il y ait eu récemment des projets pour la localiser à l'aide d'un sonar afin d'amener à la lumière un chef-d'œuvre perdu, il est plausible que si plus tard le mur a été recouvert de stuc, c'est avant tout parce qu'il avait de plus en plus l'air d'un mur attaqué par les moisissures. L'Entonaco, la préparation du mur pour la fresque. On a souvent qualifié de barbares les rudes troupes napoléoniennes qui ont occupé le réfectoire de la Seine à Milan, cela pour la manière brutale dont ils ont traité ce mur inestimable. Mais puisque même de nos jours il faut une intervention énergique des conservateurs pour empêcher que la peinture ne se dégrade en simple tâche, il est fort possible que les soldats n'y aient vu que des moisissures et de l'humidité. Bien sûr, il a pu y avoir ici et là une forme surprenante, un œil, un doigt, mais cela pouvait à son tour relever d'un jeu pareil à celui qui consiste à voir le profil de Talleyrand dans un nuage lombard, ou ce qui est plus plausible en termes d'imagination de soldats, des tétons dans deux collines.